Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue et j'ai vraiment besoin de vous ces temps-ci car je subis une invisibilisation sur le canal YouTube tout du moins où le nombre des vues a été drastiquement bridé, ainsi que le nombre de mes abonnés, puisque j'avais 10 à 13 abonnés par jour. Là maintenant, ça fait quelques jours où je n'ai plus d'abonnés, ou quasiment plus d'abonnés. Donc bref, je subis la censure de YouTube. Donc si vous voulez me soutenir, si vous appréciez mon travail bien sûr, je vous demanderai simplement de vérifier que pour les abonnés, vous êtes toujours bien abonné, c'est-à-dire que votre petite cloche est noire. Et je vous rappelle qu'il faut cliquer sur cette petite cloche afin ensuite de cliquer sur toutes. Alors toutes pour ne manquer aucune notification. Et là, ça vous permet de court-circuiter l'invisibilisation du YouTube et mes vidéos seront bien recommandées, tout du moins concernant les abonnés. C'est toujours ça de prix. Voilà, en tous les cas, merci à tous pour tout cela. Donc là, dans cette vidéo, on va parler principalement de deux sujets. Tout d'abord, la grande réunion à Copenhague des 27 pour contrer la menace russe. Et là, il y a eu un événement avec Viktor Orban qui s'est fait remarquer pour deux choses. Tout d'abord, où lors de cette réunion, il a dit que l'Ukraine n'était pas un vrai pays car il n'était pas vraiment souverain, étant donné que en réalité le pays n'existait que par les subsides donnés par l'Union européenne, principalement, on va dire à 90%. Le reste par les États-Unis. Donc là, il s'est fait beaucoup remarquer. Évidemment, Zelensky a hurlé, d'autant plus que c'est au sommet de Copenhague des 27 où on est censé montrer, c'est ce que veut l'Union européenne, une cohésion. Alors évidemment, inutile de vous dire que lors de cette réunion, il n'y a pas eu de cohésion. Donc disais-je concernant Viktor Orban pour deux choses, ça c'était une première chose, et surtout son message qu'il a posté, et le message qu'il postait était absolument terrible, puisqu'il disait, voilà, c'est le deuxième jour à Copenhague, et je constate que l'Union européenne veut absolument faire la guerre à la Russie, une véritable guerre à la Russie. Alors bon, évidemment, étant donné tous les événements qui se sont passés ces derniers jours, vous comprenez qu'en réalité, ce qui nous annonce n'est pas un scoop. Moi, ça fait déjà des semaines et des semaines que je vous le dis dans mes vidéos que l'Union européenne veut une guerre avec la Russie, fera tout pour l'avoir et est en train petit à petit d'y parvenir parce que j'ai regardé le forum de Valdaï avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, même s'il garde un ton, on va dire, rassurant et assuré, on sent quand même une perte de patience au niveau de Vladimir Poutine, où il a bien déclaré que la Russie se montrerait ferme, qu'elle ne montrera absolument aucune faiblesse et qu'elle ne reculera pas d'un pouce quant à ses objectifs militaires. On sent un Poutine un petit peu plus ferme que d'habitude, en tout cas plus résolu que d'habitude. D'un autre côté, étant donné tous les petits signes d'agression que la Russie subit, évidemment, absolument rien d'étonnant. Et en plus de cela, évidemment, on a des fissures au sein de l'Union européenne. Il y a des fissures, plusieurs pays en réalité sont de moins en moins chauds pour suivre cette tyrannie de l'Union européenne pour obliger les pays de l'UE à être dans cette paranoïa anti-russe, à obliger les pays de l'UE à dépenser des sommes complètement hallucinantes contre une menace fantôme russe, c'est-à-dire donner énormément d'argent à la défense. Donc il y a beaucoup de pays qui commencent à renacler.
dont l'Allemagne elle-même, puisque là, évidemment, la figure de proue de l'Allemagne, c'est Merz, mais il n'y a que lui qui est comme ça, hein. On a une montée de l'AfD qui est absolument énorme en Allemagne, et l'AfD ne veut pas d'un conflit avec la Russie, bien évidemment, ni, et j'ai envie de vous dire c'est le plus important, ni donner des sommes faramineuses à la défense allemande. Et oui, les pays de l'Union européenne, eux, ce qu'ils veulent, c'est résoudre les problèmes du quotidien, c'est résoudre les problèmes de l'État, pas se lancer dans une guerre avec la Russie qui va mener à quoi? Et pourquoi faire? Voilà, les gens sont de plus en plus éveillés quant à cette tournure absolument de très mauvais augure qui est en train de préparer l'Union européenne. Donc ils ne veulent pas de tout ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on résolve la crise énergétique, c'est qu'on résolve les problèmes du chômage, c'est qu'on résolve le problème de l'inflation, du pouvoir d'achat, de la dette des États, les dettes propres de chaque nation de l'Union européenne, qu'on améliore l'économie globale du pays, tout simplement. Bref, et qu'on se sorte, sociologiquement cette fois, de cette paranoïa, de cette ambiance anxiogène qui est créée exprès justement pour pouvoir prendre des décisions complètement hallucinantes, parce que évidemment, le fait de faire cette atmosphère anxiogène permet de prendre des décisions qu'on ne prendrait absolument jamais en temps normal, hein. On l'a vu avec le Covid, bah, là c'est pareil pour les temps de guerre. Et donc là, les gens en ont marre, parce que là, ça a été tellement loin dans les signes d'agressivité contre la Russie, ça a été tellement loin que là maintenant il y a énormément de gens, on le voit sur Internet, sur X, Facebook, même Instagram, où il y a quand même de plus en plus de gens qui se rebellent contre tous ces signaux négatifs donnés par leur gouvernement. Il y a de moins en moins de gens qui sont dupes quant à cette peur artificielle créée par leur propre gouvernement. Bon, heureusement qu'il y a Internet qui permet, on va dire, d'éclairer les gens, hein, qu'ils savent mieux ce qu'il se passe réellement, qu'ils aient de véritables informations. Et donc là, bah, évidemment, doit-on rappeler les drones en Pologne, les 19 drones en Pologne, les drones au-dessus des aéroports, le fait qu'on veuille prendre les avoirs russes, le fait que là, la France est arraisonné un tanker russe, bon, tanker russe entre guillemets, hein. Est-il vraiment russe ce tanker? On ne le sait pas vraiment. Et on a carrément un Macron qui dit ben moi maintenant j'ai proposé à l'Union européenne que tout le monde se mette d'accord pour arraisonner les tankers russes, quoi, remplis de pétrole russe tout du moins, afin de perturber l'économie russe, que les Russes aient moins de pétrole. Bon, voilà, ça veut dire je ne vais même pas raisonner pour des raisons tout à fait légitimes selon les lois internationales maritimes, je vais passer outre, hein, évidemment, on va raisonner comme ça, hein. Dès qu'il ce sera un bateau qui sera vu comme transportant du pétrole russe, on va se donner le droit de la raisonner afin de garder sous le coude le bateau quelques jours, quelques semaines pour gêner les bateaux russes tout simplement. Donc, comme le dit Vladimir Poutine lors du forum de Valdai, c'est un acte de piraterie, là, ce qu'ont fait les Français tout simplement, car pour arrêter un bateau, bah, il faut des raisons sérieuses. Un bateau arrêté, ça coûte énormément d'argent, évidemment, aux clients. Là, pour le coup, le bateau allait en Inde, donc c'était pour l'Inde. Donc non seulement vous vous mettez à dos la Russie, bon vous allez me dire c'est déjà fait, mais vous vous mettez à dos aussi les clients. Bien évidemment, qui achète du pétrole russe principalement? Bah, c'est la Chine, l'Inde, la Turquie, le Pakistan. Pour nommer que ceux-là, il y en a bien d'autres évidemment, il y en a beaucoup beaucoup d'autres. Mais voilà, sans compter les pays européens en premier lieu, hein. C'est pour ça que Trump a demandé à l'Union européenne de cesser d'acheter du pétrole russe. Voilà,
Donc vous voyez l'ironie de la chose quand même, de la situation. Bon bref, tout cela est encore une fois du plus haut ridicule, hein. Et en tous les cas, pour revenir à Viktor Orban a déclaré tout haut, officiellement, ce que tout le monde pensait tout bas ou disait tout bas, et a confirmé ce que moi je vous dis depuis des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois. C'est-à-dire que l'UE veut une guerre avec la Russie, tout simplement pour que on enclenche l'article 5 de l'OTAN et obliger ainsi les États-Unis à intervenir eux-mêmes. Et bien entendu, ça permet, et je pense que c'est le but numéro un, c'est non seulement d'affaiblir la Russie, bien sûr, mais aussi de permettre à l'Europe de faire le Great Reset, mais cette fois complet, hein, créé par Klaus Schwab, c'est-à-dire de pouvoir faire des lois martiales, remodeler la société à leur guise, bref, faire passer ce qui ne pouvait pas faire passer avant. Hein, en temps de guerre, on peut tout faire passer. Hein, tout est absolument possible. Donc, et puis ça permet bien évidemment, de manière subsidiaire, de faire oublier les crises sociales, la crise énergétique, le pouvoir d'achat, le chômage, la dette, bref, tous les problèmes d'un État, hop, on les balaye et on ne parle que de ça. Évidemment avec la complicité des grands médias, cela va de soi. Donc on va regarder tout cela en article, hein, bien entendu. Et le deuxième grand sujet, c'est que là on voit que les grands médias ont enfin compris ce que voulait dire Donald Trump à l'ONU sur le fait que l'Ukraine puisse récupérer tout son territoire et même aller au-delà. Et là, on commence à comprendre aussi que les allégations de Trump comme quoi peut-être qu'il donnerait des tomahawks à l'Ukraine, tout ça en réalité est extrêmement peu probable que ça arrive. Hein, pour ne pas dire que tout cela est du vent, de la communication comme a l'habitude de faire Trump, pour gagner du temps, tout simplement, et pour tromper son monde, comme d'habitude avec Trump, surtout concernant l'Ukraine. Donc là, on a un Keith Kellogg, le général de Donald Trump, qui lui est un néocon, un anti-russe primaire acharné, hein, qui veut absolument donner les tomahawks, morceler la Russie, détruire la Russie. C'est ce que ne cesse de cracher Kellogg. Et apparemment, ça se passe très mal entre Kellogg et Donald Trump. Et Donald Trump envisage de virer Kellogg et de donner plus de pouvoir à Witkoff, hein, le fameux envoyé spécial qui fait la liaison entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, donc beaucoup d'événements. Bref, encore une fois, nous allons voir tout cela en article, donc surtout regardez bien jusqu'au bout cette vidéo, on va apprendre beaucoup de choses, dont l'armement, l'économie, etc. Ce sera très très intéressant. Allez, commençons. Alors avant de parler du point sur l'Ukraine, j'aimerais vous parler de cet article qui est exceptionnel à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est le Berliner Zeitung, donc un grand journal allemand. Ensuite, parce qu'il parle de la Moldavie et de l'influence de l'Union européenne sur ce pays-là, mais pour bien d'autres pays aussi. Et comme c'est un grand média allemand et qu'il dit les choses de manière tout à fait exceptionnelle, et qu'en plus c'est en rapport direct avec la vidéo que j'ai faite précédemment concernant exactement ce sujet, c'est-à-dire de l'influence de l'Union européenne sur la Moldavie, de la Roumanie, de la Géorgie, etc. Eh bien, fallait absolument que je vous montre ça parce que venant d'un grand média occidental, c'est complètement inattendu, mais c'est aussi une excellente nouvelle. Le fait que on voit enfin l'éléphant dans la pièce, qu'on ne saurait voir, hein, en temps normal, et bien là, le Berliner Zeitung, hein, montre l'éléphant dans la pièce, ou, si vous voulez, il montre l'empereur sans vêtements, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, que lit-on ici? Moldavie, comment l'Union européenne influence les élections et fait chanter les pays eurosceptiques. Après la Roumanie, Bruxelles s'immisce désormais dans les élections moldaves.
comment l'Union européenne influence les élections et fait chanter les pays eurosceptiques avec l'argent des contribuables. Là, vous voyez Maya Sandu, donc la présidente de la Moldavie, et là, que lit-on? Le peuple moldave a le droit de décider de son avenir sans ingérence extérieure, a déclaré la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, il y a un mois, lors d'une conférence de presse du Conseil d'association Union européenne-Moldavie. Cependant, pour défendre ce droit, l'Union européenne s'est massivement ingérée dans les récentes élections en Moldavie. Est-ce encore de la démocratie? Et dans l'article, il balance tout évidemment, donc là, le fait que Van der Leyen soit intervenu directement, que Macron et sa délégation soient intervenus directement, mais d'autres pays bien sûr sont intervenus. Et moi, comme je vous l'avais précisé, c'est principalement la délégation française qui a été la plus active, la plus puissante concernant la Roumanie, mais aussi la Moldavie. Donc là, ils balancent tout, hein, ils vont dans le détail, et c'est très 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 positif. Là, un espoir renaît, car si un très grand média comme ça en parle, eh bien, il y a peut-être un effet de synergie que l'on verra plus tard, tout du moins il faut l'espérer, avec d'autres médias donc, qui auront eux aussi, à l'image du Berliner Zeitung, un courage nouveau qui naîtra parmi les rédactions et qui feront qu'ils braveront les sanctions de l'Union européenne contre eux pour oser publier ce genre d'article-là. Espérons-le tout du moins. Alors bien entendu, vous êtes au courant des drones, hein, c'est pour ça qu'il y a la réunion à Copenhague des 27, donc on ne va pas reparler des drones soi-disant russes. Là, on peut lire une ruée sur le maquereau en conserve et les radios d'urgence. La raison, les drones. L'opinion publique danoise a été perturbée par une vague d'incursions mystérieuses de drones qui a mis en évidence la vulnérabilité du pays. Donc là, on voit un jeune homme en train de préparer des rations de survie, quoi. Comment survivre à une guerre avec la Russie. Vous voyez? Donc là, on a un photographe, il était en train de fumer sa cigarette, il a dit avoir vu quelque chose siffler dans le ciel et scintiller en rouge et vert. Une demi-heure plus tard, il en a aperçu un autre. Un drone espion russe qui scintille en rouge et vert, parce que comme tout bon drone espion, bien évidemment, il y a des lumières de signalisation. Bah oui, un bon drone espion doit toujours être signalé et se faire voir afin que tout le monde puisse le remarquer et qu'il ne passe pas inaperçu, bien évidemment. C'est le but de tout drone espion. Là, on a les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se sont réunis mercredi à Copenhague dans un climat de sécurité plus strict que d'habitude pour discuter de la défense et de la guerre en Ukraine. Nous avons constaté une augmentation spectaculaire des ventes. Les gens commencent à s'inquiéter de la guerre. Donc là, on commence à acheter des portions lyophilisées. Là, on dit de la nourriture de camping lyophilisée a bondi de 400%. Les médias danois ont rapporté que d'autres magasins ont également connu une ruée sur les rations d'urgence. Les radios d'urgence. Ah oui, pour écouter les ondes, hein, ce que dit le gouvernement. Le riz et le maquereau en conserve. La radio publique danoise vient de publier un reportage intitulé « Comment parler des drones et des attaques hybrides à votre enfant ». Vous vous imaginez un petit peu cette propagande complètement abrutissante et ultra intensive pour justement formater les gens à cette anxiété exprès. Et là, on a le cas typique du Danemark qui est montré ici, hein, dans cet article-là. On a le cas du Danemark, mais évidemment c'est pareil en Suède, n'oublions pas en Suède où ils avaient fait un fascicule de survie envoyé à tous les habitants suédois. Donc vous voyez à quel point quand même ils essayent de rendre les gens les plus apeurés possibles. Bah oui, faut bien les préparer à une future guerre avec la Russie. Et le fait qu'on en ait rendu à ces extrémités de propagande montre qu'ils la veulent cette guerre, hein. Sinon ils n'atteindraient pas de telles extrémités dans la propagande, tout du moins c'est ce que je pense.
Alors il y a un gros problème qui est apparu et qui nous a été dévoilé par le grand journal allemand Bild, c'est-à-dire que 3 Allemands ont été arrêtés après un incident de drone. Tiens, 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 c'est pas 3 Russes. C'est bizarre ça. Là, on a l'Europe est infestée de drones. De nouvelles observations de drones sont régulièrement signalées à proximité d'infrastructures vitales. 3 Allemands ont été arrêtés en Norvège. Ils sont soupçonnés d'avoir lancé un drone mardi dans la zone interdite de 5 km autour de l'aéroport de Roswell. Ah mince, c'est pas des Russes, là c'est des Allemands. Et puis on découvrira peut-être même qu'ils faisaient partie des services secrets allemands. Peut-être, on ne sait pas, hein. Mais là, c'est dommage, parce que là, on a des preuves, là, cette fois réelles, données par un grand journal allemand, avec 3 Allemands arrêtés en Norvège, tiens, 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 en train d'utiliser un drone au-dessus d'un aéroport norvégien. Mais là, sauf que là, on a tous les détails, on les a même arrêtés, on a les preuves. Alors là, on a un énorme problème parce que va-t-il se passer avec le narratif officiel? Eh bien, je vous le donne en mille, ce qui va se passer, c'est que cet article du Bild, eh bien, il va être bien étouffé, nul autre média n'en parlera, très très certainement, et que ça va être une histoire enterrée. On ne parlera pas de ces 3 Allemands arrêtés. Voilà. Tout du moins, je parie fort là-dessus. Alors ici, j'ai pris 2 messages de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui sont les plus intéressants. Là, il dit Copenhague, jour 2, la situation est très grave. On a des propositions pro-guerre sur la table. Donc vous voyez, là, Viktor Orban est très clair, hein, de ce qu'il pense quant à la réunion de Copenhague, hein. Là, on a Viktor Orban toujours qui nous dit mon cher Donald Tusk étant le Premier ministre polonais, vous pouvez penser que vous êtes en guerre contre la Russie, mais la Hongrie, elle, ne le pense pas. Donc, ni d'ailleurs l'Union européenne. Vous êtes en train de jouer un jeu dangereux avec les vies et la sécurité de millions d'Européens. C'est très mauvais. Eh oui. Donc là, c'est des paroles percutantes de Viktor Orban et très vraies. Là, on a un journal extrêmement connu aux États-Unis qui est InfoWars, qui nous dit l'agence d'espionnage russe affirme que l'Ukraine prépare une attaque sous faux drapeau contre l'Europe. Là, on a le service de renseignement extérieur SVR a publié mardi un communiqué affirmant que l'Ukraine préparait une attaque sous faux drapeau dans l'Union européenne. Moscou affirme que cette attaque planifiée implique un groupe de sabotage ukrainien se rendant en Pologne, se faisant passer pour des forces spéciales russes et biélorusses, dans le but d'entraîner les pays européens de l'OTAN dans un conflit armé avec Moscou. Kiev espère inciter les pays européens à répondre à la Russie aussi durement que possible, de préférence de manière militaire, a déclaré le SVR. Après le fiasco des drones de la semaine dernière, un tel événement ne devrait laisser aucun doute dans l'esprit des Polonais et des autres Européens ordinaires sur le fait que Moscou et Minsk sont derrière toutes ces actions hostiles. Selon le SVR, l'opération sous faux drapeau aboutira à la détection et à la neutralisation du groupe par les forces de sécurité polonaises. Ses membres devraient comparaître devant les médias et faire des aveux impliquant la Russie et la Biélorussie dans des tentatives de déstabilisation de la situation en Pologne. Une autre provocation est actuellement en cours d'élaboration par le gouvernement de Zelensky et tournerait autour d'un groupe de sabotage et de reconnaissance déployé sur le territoire polonais et prétendument composé de militaires des forces spéciales de Russie et de Biélorussie. Cette opération sous faux drapeau serait préparée par les services de renseignement militaire ukrainiens, le GUR, et les agences d'espionnage polonaises. Les services d'espionnage russes ont indiqué que les hommes qui mèneront cette nouvelle attaque ont déjà été sélectionnés. Ils ont été choisis parmi les rangs de la Légion de la Liberté de Russie et du régiment biélorusse Kastus Kalinowski. C'est la même chose mais côté biélorusse, c'est-à-dire ce sont des Biélorusses anti-gouvernement Biélorussie, anti-Loukachenko. Ces 2 groupes militaires combattent pour Kiev dans la guerre d'Ukraine. Alors là, il faut se remémorer que la Légion de la Liberté de Russie est un groupe d'opposants russes qui sont considérés
comme des terroristes en Russie, hein. Ils sont contre Vladimir Poutine et son gouvernement depuis toujours. Ils ont été recueillis par Kiev depuis longtemps, et d'ailleurs la première grande attaque contre Belgorod avec des chars Abrams et des véhicules blindés Bradley et d'autres matériels américains ou de l'OTAN ont été faites par eux, la Légion de la Liberté de Russie. Ne l'oublions pas. Et Kiev avait dit à cette époque-là, vu qu'ils étaient partis de Kiev pour attaquer Belgorod, et Kiev avait dit, ben non, nous, ce n'est pas nous, on n'a rien donné à la liberté de Russie, c'est eux qui ont pris ce matériel par eux-mêmes, nous, on leur a absolument rien donné. Souvenons-nous de cela. Et quant au régiment biélorusse Kastus-Kaliniouski, ben eux, c'est l'équivalent, c'est la même chose, mais pour la Biélorussie. Voilà, c'était important d'insister sur ces points-là. Donc, bon, ça c'est ce que dit le SVR. Bah, faut espérer que ça n'arrive pas, bien évidemment, puisque l'Union européenne bah, va monter ça en épingle pour, encore une fois, on arrive toujours à la même chose, afin bah, d'avoir une guerre avec la Russie, comme je vous l'ai déjà expliqué. Le País International qui nous dit l'Europe se prépare à assumer le coût de la guerre en Ukraine après le dernier changement de position de Trump. Le commentaire du président, selon lequel Kiev récupérerait tout le territoire occupé par la Russie, est interprété comme un signe que Washington finira par se désengager du conflit. Là, on a Donald Trump affirme un jour que l'Ukraine n'a pas les moyens de vaincre la Russie, mais le lendemain, il affirme que Kiev pourrait reprendre le contrôle de tout le pays, envahi par les troupes de Vladimir Poutine il y a plus de 3 ans. Je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en mesure de combattre et de reconquérir toute l'Ukraine dans sa forme originale, a écrit Trump sur Truth Social. Sa déclaration, si différente de ses habituelles déclarations, il a toujours semblé plus proche de Moscou que de Kiev, et surtout si éloigné des analyses des analystes et observateurs qui estiment que le conflit armé est dans l'impasse, la Russie occupant plus de 20% du territoire ukrainien. A surpris, mais avait suscité l'inquiétude en Europe. Certains y ont vu une volonté de Trump de se retirer de s'en laver les mains, se préparant à laisser définitivement le vieux continent seul face aux conséquences économiques, militaires et sociales du soutien à l'Ukraine. Bah oui, donc vous savez, quand Trump a fait son intervention à l'ONU, on a les grands médias qui, d'un seul homme, ont été ravis en disant « Ah, voilà un 180 degrés, vraiment bienvenue ». Zelensky a été très content, il a fait une remarque, félicité Donald Trump, etc. Il n'y avait que de très rares grands médias, dont le Daily Mirror et le New York Times, qui avaient dit qu'en réalité, ça voulait dire un désengagement de Washington. Bon, mais très rares étaient ces grands médias qui avaient compris la vérité. Moi, je vous avais décortiqué évidemment ce qu'avait dit Donald Trump et j'en étais arrivé, si vous vous souvenez, hein, pour les plus assidus, à cette exacte et identique conclusion, hein, que Trump allait se dégager du conflit en disant ce genre d'énormité que personne ne pouvait croire. Bien sûr, c'était du sarcasme à la Trump, comme je vous l'avais déjà décrit dans une précédente vidéo du samedi. Donc évidemment, Trump joue la montre, hein, essaye de gagner du temps tout en trompant l'Union européenne et tout en mettant l'Union européenne face à ses responsabilités vis-à-vis de l'Ukraine, parce que c'est ça que ça voulait dire, bien entendu, et pas autre chose. Donc là, en plus, les derniers événements ont montré que les États-Unis vont peut-être très 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 bientôt enclencher une guerre avec le Venezuela, donc vous vous doutez bien que c'est pas le moment de donner des équipements militaires à l'Ukraine, hein, loin de là, surtout qu'il y a Taïwan, il y a Israël, etc. Bref, donc là, El País, c'est très très clair, et surtout, cela montre que les grands médias ont bien compris en réalité ce 180 degrés de Donald Trump, qui était donc bien du sarcasme, comme je vous l'avais déjà décrit il y a de cela plus d'une semaine. Bref, les grands médias commencent tout doucement à comprendre que le désengagement des États-Unis va être total et que l'Union européenne devra faire face à elle toute seule, la Russie vis-à-vis du conflit ukrainien.
D'ailleurs, l'Union européenne a déjà commencé à chiffrer le coût de la guerre en Ukraine pour protéger l'Ukraine, ainsi que la défense européenne en cas de désengagement total des États-Unis. Et l'UE a estimé que cela reviendrait à environ 1000 milliards de dollars. Voilà, c'était intéressant à savoir. Ici, on a un article de Reuters qui est très intéressant parce qu'il indique indirectement les vraies intentions des États-Unis et donc de Donald Trump concernant l'Ukraine. Vous allez comprendre pourquoi en lisant cet article. Donc je vous préviens, la traduction n'est pas fameuse, hein. Mais là, on nous dit le Pentagone exhorte les fabricants de missiles à doubler la production à cause d'un conflit potentiel avec la Chine, rapporte le Wall Street Journal. Et là, on a le Pentagone aux États-Unis exhorte les entrepreneurs de la défense à doubler ou quadrupler les taux de production en se concentrant sur 12 armes critiques en raison des inquiétudes concernant les faibles stocks américains dans un conflit potentiel avec la Chine, donc a rapporté le Wall Street Journal. Donc ça, le fait que les stocks américains soient épuisés, je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises, je l'ai dit là tout récemment sur GPTV, comme quoi c'était catastrophique l'état des stocks militaires aux États-Unis. Je vous rassure, c'est la même chose pour l'Union européenne. Mais en tous les cas, cet article-ci montre vraiment ce qu'il en est concernant les vraies priorités du Pentagone. Comme je vous l'ai dit 1000 fois dans plein de mes vidéos, bien entendu que la priorité c'est la Chine. Voilà, en tant que future guerre hein, avec les États-Unis. Hein, sinon, autrement, juste pour la fourniture d'armes, évidemment, Israël passera toujours en premier. Mais hors Israël, bien entendu, c'est la Chine, le vrai ennemi des États-Unis, et non pas la Russie comme chacun sait. Ici un article très intéressant du New York Times concernant le programme secret qui maintient les armes ukrainiennes en activité est soudainement remise en question. Une opération menée par la République tchèque vise à rassembler des munitions pour Kiev provenant du monde entier, mais un parti d'opposition qui devrait remporter les élections dans ce pays a juré de les abandonner. Alors quand il parle de munitions, ici on parle d'obus. Hein, très exactement, on parle d'obus. Alors c'est quoi ce programme secret qui permet à l'Ukraine de tenir? Car on en est là, hein, sans artillerie, point de salut concernant la guerre en Ukraine. On ne part plus de l'artillerie, alors que pourtant cela reste quelque chose de tout à fait crucial. Alors ce n'est pas du tout à la mode ces temps-ci, mais il ne faut pas l'oublier. Alors que dit d'intéressant le New York Times? Alors là, on dit que depuis que ce programme a été mis en route, programme qui est très opaque, hein, comme le dit le New York Times, et dont en réalité on ne connaît pas exactement combien le gouvernement a déboursé là-dessus, c'est tenu très secret. Pourquoi on ne le sait pas, et c'est pour ça qu'il y a autant de polémiques. C'est l'opacité et le fait que le grand public ignore combien son gouvernement verse dans ce programme opaque, d'où la polémique. Bon bref, on a ce monsieur Viteka qui est directeur de l'agence de coopération internationale du ministère de la Défense et qui participe à ce programme et qui dit que les pays de l'OTAN ont donné suffisamment d'argent pour acheter plus de 2,5 millions de munitions pour le programme, toutes provenant de pays non membres de l'OTAN. Alors, c'est pas dit dans l'article du New York Times, mais moi j'ai eu des chiffres qui venaient pas de la République tchèque, mais d'un journal allemand. Et en réalité, ils ont pu gratter 800 000 obus. 800 000 obus. Alors, je vous avais déjà montré cet article du journal allemand il y a longtemps de cela, hein, je vous avais montré, je vous avais dit que sur ces 800 000 obus, il y en avait, d'après ce que disait ce journaliste allemand, environ un tiers qui n'était même pas utilisable, hein, ayant des défauts multiples et variés. Et la raison de tous ces défauts, c'était la vétusté de l'obus. L'obus était généralement très vieux
et en plus entreposé dans des conditions qui n'étaient pas du tout adéquates. Donc voilà, donc ça avait fait jaser énormément les Ukrainiens, parce qu'on l'a su, c'était grâce aux Ukrainiens qui se plaignaient d'obus inutilisables ou qui explosaient précocement. Et à cette époque-là, à un moment donné, ça avait fait 25 blessés, cette histoire d'obus concernant les Ukrainiens. Bref, je reviens à l'article. Donc là, c'est marqué: cet afflux a largement permis à l'Ukraine de tenir tête à la Russie. Sans les munitions fournies par cette initiative, l'Ukraine aurait déjà perdu le Donbass, a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky. Mais le secret qui a fait le succès de l'initiative tchèque sur les munitions, donc les obus, a également incité les législateurs à s'interroger sur sa légitimité. La provenance précise des munitions reste inconnue du public. Une grande partie a été achetée en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, a déclaré Jean Giresse, ancien haut fonctionnaire du ministère tchèque de la Défense ayant participé à ce projet. Les responsables refusent de divulguer le montant exact des sommes versées par les alliés de l'OTAN, bien que Giresse l'ait estimé à plusieurs milliards de dollars. L'année dernière, un sénateur tchèque a exprimé des inquiétudes quant au gonflage des prix de l'artillerie par les entreprises tchèques pour réaliser des profits importants. Les fabricants d'armes ont nié cette allégation. Alors là, c'est marrant parce qu'on parle là du fait qu'il y ait des entreprises tchèques qui ont gonflé les prix pour réaliser des profits importants, mais on ne parle pas des autres pays étrangers qui, eux, ont fait énormément gonfler leurs prix, sachant que l'Union européenne allait les acheter justement à n'importe quel prix. Bon, pour ceux assidus qui me suivent, bon, vous vous souvenez, je vous avais même donné les montants que réclamaient certains vendeurs d'obus du monde entier. Et là, pour le coup, j'avais pris l'exemple du Soudan, si pour ceux qui me suivent et que vous vous souvenez, j'avais pris l'exemple du Soudan qui, par exemple, demandait 8000 dollars un obus, alors qu'un obus, c'est entre 4500 dollars, éventuellement 6000 dollars au maximum l'obus, comme on a pu le voir à certains moments de l'année, puisque les prix varient aux États-Unis ou en Europe pour les plus chers. Et bien là, par exemple, le Soudan demandait 8000 dollars. Donc ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Encore une fois, je le répète, parce que les pays vendeurs du monde entier, hors OTAN, savaient que leur obus allait être acheté, entre guillemets, à n'importe quel prix. Donc ils en ont profité. C'est dommage que le New York Times parle pas de cela, alors que c'est quand même très important. Voilà, bon, je continue. L'Ukraine tire environ 15 000 obus par jour, selon les estimations de juillet, les plus récentes disponibles. Alors là, je voulais pas souligner, mais là, il disait que même si les Ukrainiens avaient 2 millions d'obus en 2025, chose qu'ils n'ont pas bien sûr, et bien là le New York Times dit que même s'ils avaient eu 2 millions d'obus en 2025, les 2 millions d'obus auraient duré que 4 mois, qu'un peu plus de 4 mois. Donc tout ça pour vous montrer que cet article est quand même très intéressant, dans le sens que les langues se délient. Voilà, ce que moi je vous avais déjà dénoncé il y a des mois et des mois sur ce programme-là de la République tchèque, qui a été initié, pour la petite anecdote, par Macron, ouais, parce que c'est Macron, le gouvernement français, qui était le fer de lance concernant ce projet-là, et la République tchèque a dit que eux, ils voudraient bien le rendre concret. Mais faut pas oublier que l'idée vient de la France. Bon bref, en tous les cas, c'est très très intéressant. Et imaginons que la République tchèque décide soudainement de ne plus donner les obus venant du monde entier. Eh bien, vous imaginez bien que la guerre va être finie beaucoup plus tôt que prévu. Voilà, donc c'était très très important et très intéressant à souligner cet article. Alors là, on a un article d'Al Jazeera qui fait allusion à ce que disait Donald Trump, où il laissait flotter l'idée d'une éventuelle donation de Tomahawk à l'Ukraine.
Et là, on a pourquoi les missiles Tomahawk américains destinés à l'Ukraine constituent-ils une ligne rouge pour la Russie? La Russie affirme que les Tomahawks américains ne feront pas grand-chose pour aider l'Ukraine, mais pourraient signaler une ingérence américaine. Bon, on retombe exactement sur les travers des Storm Shadow, des Scalp, des attaques MS, vous vous souvenez, hein, où on disait que ce serait la co-belligérance. Bon, et puis au final, c'est passé quand même. Sauf que là, dans un état de tension internationale extrême, ça pourrait être la véritable ligne rouge. D'autant plus que les Tomahawk peuvent avoir une charge nucléaire, hein, pouvant atteindre les 200 kilotonnes. C'est absolument énorme. Alors on va regarder là une image pour mieux voir ce que c'est un Tomahawk. Il a une longueur de 5,50 m. Alors faut pas se fier à cette coquille, hein, c'est 5,50 m de longueur, 6,25 m avec son booster. C'est envoyé soit d'un navire, soit d'un sous-marin. Alors il y a une petite évolution, mais ça vient juste de sortir. Il y a les nouveaux systèmes Typhon américains qui permettent d'envoyer des Tomahawks maintenant sur des camions mobiles, mais ça vient juste de sortir et les Américains n'en ont que deux. Bien évidemment, ça n'ira jamais en Ukraine, puisque les Américains devront se pourvoir d'abord pour eux-mêmes avant de le donner à l'Ukraine. Et comme l'Ukraine ne peut pas utiliser là un Tomahawk, étant donné que ça doit être lancé via un sous-marin ou via un navire, eh bien, en gros, vous avez compris que les Ukrainiens n'auront jamais de Tomahawk. D'autant plus que c'est un missile qui coûte très cher, hein, environ 2,5 millions de dollars en 2024, donc c'est très cher. Et ne pas oublier que malgré tout, et oui, malgré toutes ces mises à jour technologiques, ça reste au niveau de sa conception un très vieux missile, conçu dans les années 70, mis en service en 1983. Il a été constamment amélioré, bien entendu, mais pour des choses, on va dire, basiques, hein, la portée, la vitesse, la charge explosive, hein, qui est high-tech, très efficace, et ainsi que son électronique interne concernant sa précision d'approche et de frappe. Donc pour ça, il est très très bon, hein, comme missile. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas été du tout conçu et amélioré pour la furtivité. Il n'est pas du tout furtif, à part le fait qu'il vole en rase-motte. Mais c'est tout. Contrairement au KH-101, hein, son équivalent russe, qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher et qui lui a été conçu pour la furtivité. Hein. D'autant plus que le KH-101, il a une portée de 3500 km, voire 4000 km. Donc voilà, alors le Tomahawk, hein, c'est pas la panacée, loin de là. C'est un très bon missile de croisière, mais au vu des nouveaux systèmes radars que l'on a, eh bien le fait de n'avoir aucune furtivité annexe, à part voler bas, eh bien en réalité, c'est un missile de nos jours qui est obsolète, qui fait très mal quand il touche, mais en réalité, il est obsolète. Voilà, fallait quand même garder ça à l'esprit. Alors ici, un article très intéressant de Forbes, hein, qui nous donne encore une avancée technologique russe, hein, par rapport aux Ukrainiens. Et là, encore une fois, vis-à-vis des drones. Là, on a les nouveaux drones russes à fibre optique qui élargiront la profondeur de leur zone de destruction. Donc ça date du 25 septembre. Alors, en quoi consistent ces nouveaux drones? Donc, bien que peu d'informations aient été publiées, le concept de drone répéteur à fibre optique est simple. Le système se compose d'un drone répéteur de plus grande taille, relié à plusieurs drones d'attaque, tous contrôlés par des câbles à fibre optique. Un câble principal relie l'opérateur au drone répéteur, où le signal est amplifié puis transmis au drone d'attaque approprié. Le blogueur militaire russe affirme que ce dispositif permet aux drones d'attaque d'atteindre des cibles jusqu'à 50 à 60 km de distance, la charge du câble étant partagée entre le répéteur et les drones d'attaque. En théorie, l'utilisation de plusieurs répéteurs pourrait potentiellement augmenter cette portée. Alors ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement astucieux et permet des tactiques, voire même des stratégies sur le théâtre des opérations absolument inédites.
Donc évidemment, l'avantage d'un drone à fibre optique, c'est qu'il ne peut pas être brouillé électroniquement, donc il est inarrêtable, sauf par un moyen physique, un fusil à pompe, fusil d'assaut, attrape-drone, etc. Mais bon, faut le voir et il faut qu'il soit à portée. Et l'autre avantage d'un drone à fibre optique, c'est qu'il permet des images de très très haute qualité, permettant une frappe de très grande précision jusqu'à l'impact final. Alors voici un schéma vraiment grossier qui vous permet de voir malgré tout plus simplement comment cela fonctionne. Là on a le droniste hein, avec sa console, son ordinateur et sa bobine de fibre optique qui va envoyer le drone répéteur et le drone d'attaque donc en même temps. Il faut savoir que le drone d'attaque est relié avec le drone répéteur et le drone répéteur lui est relié à la bobine du droniste. Alors évidemment c'est très délicat parce qu'il faut que le droniste soit vraiment compétent et rigoureux parce qu'il faut envoyer les deux drones de concert, sachant que le drone d'attaque doit toujours être vraiment tout à proximité lors de la phase 1 avec le drone répéteur. Et une fois que, par exemple, il aura atteint 20 km de distance, hein, c'est-à-dire que le drone répéteur sera presque au maximum de sa fibre optique, le drone répéteur, lui, il va s'immobiliser, faire du surplace en l'air, et c'est le drone d'attaque qui va faire une phase 2 hein, que vous voyez ici, et c'est le drone d'attaque qui était, je dis n'importe quoi, par exemple à 1 mètre pendant les 20 premiers kilomètres du drone répéteur, avec relié par une fibre optique du drone répéteur. Donc un drone répéteur, c'est beaucoup plus gros que le drone d'attaque. Et le drone d'attaque, donc lui, va continuer son chemin alors que le drone répéteur sera immobilisé en l'air. Et donc là, par exemple, le drone d'attaque va dérouler 20 km de câble de fibre optique, au maximum, hein, je pense, ou 25 km, peu importe. En tous les cas, voilà, ce drone d'attaque ensuite va attaquer un tank dans la zone la plus faible du tank. En général, c'est ici cette zone la plus faible. Voilà. Et comme on le voyait dans l'article, eh bien, on peut mettre même jusqu'à 2 drones répéteurs. Pourquoi pas hein, pour augmenter l'allonge du drone d'attaque. Voilà comment ça se passe au niveau de ce nouveau concept qui est vraiment très astucieux. Alors le dernier article nous sera donné par Military Watch Magazine qui nous dit l'Ukraine détruit une importante usine électronique russe lors d'une frappe de missiles de croisière. Les forces armées ukrainiennes ont réussi à cibler une importante usine de connecteurs électroniques en Russie, marquant une escalade significative des attaques contre le tissu industriel du pays. Des sources ukrainiennes ont affirmé que l'attaque contre l'usine Elektrodetail dans la région de Bryansk avait été menée le 29 septembre à l'aide de missiles de croisière R-360 Neptune de fabrication locale. Cependant, les attaques réussies par des systèmes étrangers auraient souvent été attribuées à des systèmes locaux pour accroître leur prestige. Alors là, c'est un petit clin d'œil parce que, évidemment, Military Watch Magazine est un site spécialisé dans l'armement. Et là, on en revient à ce que j'avais dit sur GPTV. C'est-à-dire qu'en réalité, les missiles Neptune sont conçus par les Britanniques, en réalité. Bon, ça, c'était un petit clin d'œil pour les connaisseurs. Et effectivement, de dire que ça a été fait par les Ukrainiens de A à Z, ça accroît leur prestige, bien entendu. Mais bon, les connaisseurs savent très bien d'où viennent les Neptunes. Bref, en tous les cas, si c'est vrai, c'est un bon coup fait par les Ukrainiens. C'est une usine de connecteurs électroniques donc, qui doit servir certainement pour tout ce qui est militaire aussi. Donc on peut dire que ça pourrait être un bon coup si c'est vraiment confirmé. Hein. Alors bon, comme c'est Military Watch Magazine qui le signale, on peut dire que cela doit être vrai. Et j'en termine là. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'oubliez pas de partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Et si vous appréciez vraiment mon travail, vous pouvez me faire un petit don, lien dans la description. Merci encore à tous de votre soutien et toujours, soyez curieux.